Que diriez-vous d'aller à la rencontre des Brugmaniens ? À chaque épisode, un sujet, un témoignage, un regard d'expert ou d'experte. Écoutez notre podcast pour découvrir celles et ceux qui font vivre l'hôpital au quotidien. Dockside Stories, le podcast médical du CHU Bruckmann, vous emmène au plus près du soin, là où se mêlent doute, joie et histoire de vie. Deuxième épisode, cancer du sein, entre préservation et reconstruction. En ce mois d'octobre rose, nous abordons un sujet qui touche des milliers de femmes chaque année, le cancer du sein. Pour en parler, nous avons rencontré le Dr Salem, chirurgien oncologue et sénologue, et le Dr Brandello, chirurgienne plastique. Mais avant d'aborder la dimension médicale, je suis d'abord avec Gisèle, qui va nous partager son histoire. Bonjour Gisèle. Bonjour Valentine. Quand et comment avez-vous découvert que vous aviez un cancer du sein ? Par hasard, j'ai découvert ça par hasard parce que je me disais, je peux faire des examens de routine. Puis chaque fois, parce que c'était juste après les Covid. Je me suis dit, je vais faire des examens parce que j'avais déjà fait auparavant. J'avais déjà fait la mammo, il n'y avait rien ne s'était passé. Alors je me suis dit, bon, je vais encore refaire cette fois-ci. Et de là, en fait, tout est allé crescendo. La radiologue m'a fait retourner pour refaire encore une autre mammo pour voir. Donc, je devais faire tous les angles de mon sein gauche. Après, j'ai fait l'écho. Et de là, la radiologue m'a expliqué qu'elle voyait quelque chose. C'est allé très vite. 3 jours plus tard, j'ai été faire la biopsie. Et 5 jours plus tard, j'avais les résultats. Oui, c'était confirmé que j'avais un cancer. Donc, c'était par hasard, juste par intuition, je dirais ça comme ça. Quelle a été votre réaction à l'annonce du diagnostic ? J'étais effondrée. Le ciel tombait sur ma tête, j'étais en colère, j'avais toutes les réactions possibles. Je me suis dit, mais je fais du sport, je mange correctement, d'où ça sort ? Et j'étais super dépassée, énervée aussi. J'avais tous les sentiments négatifs possibles qu'une personne humaine peut avoir. On ne m'a pas dit d'où ça pouvait venir. Moi, j'ai fait des recherches de moi-même. Après, dans ma famille, à ce que je ne sache, il n'y avait personne qui avait un cancer de sein. Je regardais, j'ai compris que oui, bon, c'est pas de chance, c'est comme ça. Quel traitement avez-vous suivi ? J'ai eu la totale. Quand ils ont fait la biopsie, j'ai vu la première oncologue, elle m'a dit que je devais juste avoir une petite opération et sans rien, sans chimiothérapie. Je me suis dit, ah oui, au pied. Donc, après, ils sont partis en disciplinaire pour discuter des cas par cas. Ils ont vu que je devais passer voir la totale. Donc, je suis allée à la chimio. Avant la chimio, déjà, tu fais tous les examens possibles. Donc, on doit regarder tes reins, ton cœur, faire les PET scans, aller faire des résonances. C'était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Mais là, tu es seul, en fait. Quand tu vas passer... J'avais fait au moins 2 semaines, j'étais dans les hôpitaux. J'étais à UZ pour les PET scans. J'étais ici dans tous les bâtiments, ici et là. Tout se passe dans la tête, en fait. Heureusement, j'avais croisé le docteur Salem et il avait constaté que je n'étais pas pareil que la première fois qu'il m'avait vu. Alors, il a fait quand même un bon job. Il m'a encouragé de me dire que ouais, je ne vous ai pas dit que vous alliez mourir. Je veux vous voir content, bien habillé, gai. Vous avez les regards dans le vide. C'est pas ça. On va vous soigner. Le cancer se soigne. Si on ne parvenait pas à vous soigner, on peut orienter ça comme il y aura des traitements que vous allez avoir et tout. Ça m'avait super encouragé. Et j'ai pris le taureau par ses cornes et j'ai chimio, radio, opération. J'ai eu la totale. Et est-ce que le cancer a affecté votre perception de vous-même et de votre corps ? Oui. Les débuts, en fait, avec la chimiothérapie, en fait, on n'est plus soin. On perd tous ses cheveux, on n'a plus de poils. On fait autrement les choses, en fait. Avec l'équipe ici, il y a eu l'infirmière dans le soin de beauté. Esthéticienne, qui a vraiment agencé les choses, en fait. Et t'apprends à être toi, à t'apprécier comme tu es là. Comme le moment, c'est pas parce que tu as un cancer et que tu peux pas te voir femme. Et que malgré que tu n'as pas les cheveux, il y a des turbans. Moi, personnellement, elle m'a proposé comment nouer mes turbans. Et en fait, j'avais constaté aussi quand on va à l'hôpital de jour, les gens sont tristes. On nous soigne quand même.
Donc, on doit être quand même un peu positif. Et moi, j'avais développé une façon de vivre. Je me dis, bon, chaque fois que j'irai faire, par exemple, la chimio, je dois me faire belle, je dois m'habiller bien et pour que ça me fasse du bien. Parce que la personne que je voyais dans le miroir, je ne l'aimais pas. C'était une personne autre, j'avais pris beaucoup de poids, j'avais pas mes cheveux, j'avais pas de sourcils, j'avais pas de cils, j'avais rien. Et en fait, même la peau, c'était pas ma peau. Et moi, j'avais développé une autre façon de voir les choses, de m'admirer autrement. Parce que c'est moi, c'est toujours moi, mais en d'autres versions. Après vos traitements, est-ce que vous avez choisi de faire une chirurgie reconstructive? Oui, bien sûr. Pour ma féminité, pas parce que je n'étais pas féminine, hein, non. Pour dire que oui, voilà, j'ai quand même réussi à aller au-dessus de tout ça, parce qu'à l'annonce, c'était pas ça. Et en fait, à chaque étape, c'est une évolution d'apprécier la vie, de se voir autrement et de juste savourer la vie, de dire que oui, voilà, je suis en vie, je dois continuer à avancer, quel que soit ce qui s'est passé. Je suis là. Plus rien ne sera comme avant. En soi, plus rien ne sera comme avant. Le traumatisme d'avoir su qu'on a un cancer, parce que dans la vie de tous les jours, quand on entend le mot cancer, ça fait peur. Et en fait, moi, je vais juste être moi avec la nouvelle version de moi et de m'apprécier tel que. Sur le plan physique, on n'a plus beaucoup de contrôle de notre corps. En fait, le corps est affaibli. Il y a des choses que moi je faisais avant, par exemple, que je ne parviens plus à le faire. Pourquoi? Parce que j'ai des courbatures, j'ai mal ici. Après, des fois, tu manques le sommeil. C'est les bouffées de chaleur par rapport à l'hormonothérapie, parce qu'il y a l'hormonothérapie qui est aussi qui est venue s'impliquer dans l'histoire. En fait, le corps n'est plus comme avant. Mais j'essaye de vivre comme avant. Quel conseil donneriez-vous à une femme qui commence un parcours similaire? Je donne toujours le conseil déjà d'accepter ce qui arrive, d'être conscient avec ce qu'on nous dit, de faire aussi des recherches par soi-même. Pas vraiment aller se gaver de tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, non. D'aller lire, de faire des vraies recherches et de discuter souvent avec le médecin qui nous suit, de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, hein. Il faut avancer avec la conscience. Et puis, tout se passe aussi dans la tête, parce que la psychologie aussi, elle joue. Hein, tout, c'est dans la tête. Moi, par exemple, quand j'ai fait la chimio, j'étais allée regarder beaucoup sur Internet. Ouais, j'ai vomi, ouais, je fais ceci, je fais la diarrhée. De tout ça, moi, je n'ai pas eu ça. Donc, je me suis dit, c'est à chacun son histoire, mais c'est juste d'être consciente que oui, voilà, peut-être plus rien ne sera comme avant, mais on peut surmonter, on peut vivre, pas survivre, on peut vivre après tout ça. Il y a aussi des choses avant qu'on acceptait, on n'accepte plus. Moi, en fait, le cancer m'a aidée. J'ai ouvert mes yeux. Mais sinon, on gère. Hein. Moi, je gère pour moi. Merci et beaucoup de courage pour la suite. Merci. Merci aussi. Bonjour Dr Salem, merci d'avoir répondu présent pour ce deuxième épisode de notre série. Bonjour Valentine, je vous remercie de m'avoir invité. Pourquoi le cancer du sein est-il considéré comme un problème de santé publique et quels sont les principaux facteurs de risque connus aujourd'hui? Le cancer du sein est considéré comme un problème de santé publique pour une raison très simple. C'est parce que le cancer du sein, c'est le cancer le plus fréquent de la femme, avec parfois des conséquences qui peuvent être lourdes au niveau personnel, au niveau familial, au niveau professionnel, et parfois aussi des coûts de traitement très importants. Et aussi, son incidence, elle est actuellement en augmentation. La raison principale pour laquelle on peut avoir un cancer du sein, elle est encore inconnue. Mais on connaît effectivement des facteurs de risque. L'âge en soi, c'est le premier facteur de risque pour développer un cancer en général. Le deuxième facteur de risque dont on peut parler, c'est le tabagisme. On associe souvent le tabagisme au risque de cancer pulmonaire, au risque de cancer ORL, au risque de cancer de la vessie, mais il y a plein d'autres types de cancers qui sont aussi liés
au tabagisme, dont le cancer du sein. L'alcool, évidemment, la consommation d'alcool, la sédentarité et le surpoids/obésité sont aussi des facteurs de risque pour développer un cancer du sein. Les conseils qu'on peut dire aux patientes, c'est d'arrêter le tabac, diminuer la consommation d'alcool, avoir un bon mode de vie, donc avec une bonne diète et une activité sportive adaptée. L'histoire personnelle reste aussi un facteur de risque. En d'autres termes, quand on développe un cancer du sein une première fois, alors on devient plus à risque de développer un cancer du sein une deuxième fois par rapport à la population générale. Ou bien on peut faire partie de la population qui est dite la population à haut risque. Et qu'est-ce que vous voulez dire par population à haut risque ? On fait partie de la population haut risque quand on est porteur de mutations génétiques qui prédisposent au risque de cancer du sein. On cite parmi évidemment plein d'autres gènes, mais les gènes les plus connus sont les gènes BRCA1 et BRCA2 qui prédisposent non seulement au cancer du sein, mais aussi au cancer de l'ovaire, de la prostate, au cancer du pancréas, non seulement chez les femmes, mais aussi donc du coup chez les hommes. Un cancer du sein chez un homme, c'est pas impossible. C'est pas très fréquent, c'est plus ou moins 1% de tous les cancers du sein qui sont diagnostiqués en général. Les gènes BRCA1 et BRCA2 sont maintenant très connus. C'est le témoignage public de Madame Angelina Jolie qui a vraiment augmenté la sensibilisation de la population à ce sujet. Donc, c'est elle qui a annoncé qu'elle est porteuse de mutations génétiques BRCA, raison pour laquelle, en 2013, elle a subi une mastectomie et en 2015, elle a subi une ovariectomie, c'est-à-dire elle a enlevé ses ovaires pour justement diminuer le risque de tomber malade avec le cancer du sein et le cancer des ovaires. Aussi, pour l'exemple particulier du cancer du sein, quand on a eu déjà une radiation, donc une radiothérapie au niveau de la cage thoracique, quand on est adolescent ou bien à bas âge, alors ça aussi, c'est un facteur de risque pour développer un cancer du sein. Et en plus des facteurs de risque individuels et comportementaux cités, une proportion importante des cancers du sein sont liés à notre environnement. La pollution de l'air, en particulier celle liée au trafic routier, les pesticides dans l'alimentation ultra transformée, ou encore les perturbateurs endocriniens présents dans les cosmétiques, emballages ou vêtements, peuvent influencer notre santé. Ces facteurs, qui échappent au contrôle individuel, rappellent que le cancer du sein peut toucher n'importe quelle femme, quelles que soient ses habitudes de vie. Docteur Salem, est-ce que tous les cancers du sein se ressemblent ou est-ce qu'il y a différents types ? Actuellement, on comprend un peu mieux le cancer du sein et donc du coup, on a compris qu'il ne s'agit pas d'une seule maladie, d'un seul type de cancer. Le cancer du sein, c'est des cancers avec S, des maladies différentes, avec des comportements différents et des pronostics vitaux différents. Raison pour laquelle, par exemple, une patiente, elle peut avoir un protocole de traitement X et alors sa voisine qui est dans le même immeuble, elle peut avoir un protocole de traitement qui est tout à fait différent. On peut avoir des cancers du sein qui sont gentils, avec de bons facteurs pronostiques et qui sont dans la grande majorité des cas curables. Et puis, il y a les cancers qui sont un peu moins gentils et puis il y a vraiment les cancers qui sont vraiment au bout de l'agressivité et contre lesquels il faut combiner les traitements. J'aimerais bien souligner le fait que les armes thérapeutiques sont multiples et on a souvent ce qu'il faut pour pouvoir guérir le cancer du sein, surtout quand il est détecté à un stade précoce. Pourquoi le cancer du sein reste encore un sujet un peu tabou ? Dans la même expression, il y a les deux mots, cancer et sein. Donc d'une part, le mot cancer, il reste encore en général un sujet tabou. Pour un patient, c'est encore très difficile d'écouter le mot cancer. Et même parfois, pour les professionnels de santé, c'est encore difficile d'annoncer ou bien de prononcer le mot cancer pour les patientes. Ça vient vraiment de cet aspect de tabou général contre les maladies cancéreuses. Parce que, historiquement parlant, la maladie cancéreuse, elle a été liée ou bien synonyme de mort.
Et donc, ça reste quand même un mot qui a un impact très important sur la psychologie du patient ou bien de la patiente en général. Et pour prendre le cas particulier du cancer du sein, c'est un cancer qui touche à un organe symbolique pour une femme. Il est à la fois symbole de la féminité, de la sexualité, vraiment de la maternité. Tout traitement qui va toucher à cet organe symbolique, évidemment, va avoir un impact très important sur la psychologie de la femme. Le sein, c'est un organe visible à l'œil. Une femme a au minimum un rendez-vous 2 fois par jour avec son miroir pour se regarder le matin, pour s'habiller et le soir pour se déshabiller et prendre sa douche. Les traitements du cancer du sein ont beaucoup évolué. Longtemps, on parlait de chirurgie radicale, parfois très mutilante. Aujourd'hui, on cherche davantage à préserver. Quelles sont les avancées chirurgicales pour conserver le sein et pourquoi le conserver ? Pourquoi le conserver ? Parce que ça peut impacter énormément la psychologie de la patiente. Donc si on peut conserver l'image de corps, c'est très bien, évidemment en assurant une sécurité oncologique. En fait, quand on regarde qu'est-ce qu'on proposait comme opération pour traiter un cancer du sein et ce qu'on propose actuellement, c'est vraiment très, 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 très différent. Initialement, on proposait le geste qu'on appelait dans le temps la mastectomie radicale. C'était vraiment un geste invasif, délabrant, qui ne touchait pas seulement au sein, mais aussi on enlevait un très grand nombre de ganglions au niveau de l'aisselle, donc du creux axillaire, mais aussi des muscles sous-jacents au sein. C'était difficile de s'en remettre. L'aspect esthétique externe, c'était vraiment très difficile à accepter. Puis après, il y a eu une avancée, enfin une désescalade plutôt chirurgicale qui a fait que ce qu'on appelle la mastectomie radicale modifiée, c'est un geste qui est un peu moins invasif par rapport à la mastectomie radicale, mais qui reste aussi un geste qui n'est pas du tout conservateur. Et puis après, il y a eu les essais cliniques qui ont montré que si on conserve le sein et on enlève seulement la partie malade du sein, ça sous-entend que la maladie doit être confinée dans une seule partie du sein et non pas dans tout le sein. Et donc, quand on conserve le sein et on enlève justement la maladie et on ajoute à ce traitement chirurgical de la radiothérapie, ça donne exactement les mêmes résultats en termes de sécurité oncologique par rapport au traitement radical. Mais ici, qu'est-ce qu'on gagne ? On gagne aussi l'image de soi qui reste conservée après un traitement conservateur. Évidemment, ici, il faut aussi assurer ce qu'on appelle la question des marges de sécurité. Donc, non seulement enlever la maladie, mais aussi une petite marge autour. Maintenant, il y a encore une avancée. C'est quand on a commencé à utiliser les techniques de réduction mammaire que les collègues chirurgiens plasticiens utilisent dans le contexte non oncologique. Alors, on commence à les appliquer aussi dans le contexte oncologique et ça s'appelle l'oncoplastie. Ce sont des gestes en fait qui nous permettent d'enlever encore plus et de conserver un aspect esthétique qui est tout à fait acceptable. Malheureusement, parfois, même jusqu'à maintenant, on ne peut pas conserver le sein parce que c'est tout le sein qui est malade. Quand on estime qu'on ne peut pas conserver le sein, même quand on veut faire une mastectomie ou bien une ablation du sein, maintenant on a ce qu'on appelle les mastectomies conservatrices, c'est-à-dire les mastectomies avec la conservation de l'étui cutané ou bien de la peau, et aussi les mastectomies avec la conservation de la plaque aréolo-mamelonnaire, la conservation de l'aréole et du mamelon. Et évidemment, ce sont des mastectomies qui doivent être suivies de gestes de reconstruction immédiate. Comment concilier impératif médical et préoccupation esthétique ? La prise en charge du cancer du sein, en général, que ce soit du côté chirurgical ou bien du côté médical, c'est une prise en charge multidisciplinaire. Chaque traitement est discuté en groupe, chacun dans son domaine, chaque expert dans son domaine donne son avis
et propose un traitement adapté à la patiente. Évidemment, la patiente est certainement impliquée dans la décision, donc tout est proposé et puis c'est validé avec l'échange avec la patiente. Le chirurgien oncologue ou bien le chirurgien scénologue va collaborer de près avec son collègue chirurgien plasticien. Sur le terrain, c'est le chirurgien oncologue qui s'occupe vraiment de l'aspect oncologique de la prise en charge, le fait d'enlever la maladie, d'assurer les marges. Et puis, il y a le chirurgien plasticien qui s'occupe aussi de l'aspect esthétique, que ce soit dans les traitements conservateurs avancés ou bien dans les reconstructions mammaires quand on ne peut pas conserver le sein. Et justement, pour vous parler du côté esthétique, je suis aussi avec Dr Brandello, chirurgienne plastique. Bonjour docteur. Bonjour. Lorsqu'il n'est pas possible de conserver un sein, la reconstruction est souvent proposée. Comment se passe la première consultation avec la patiente ? C'est une consultation un peu particulière parce que moi je vois ça un peu comme une consultation collaborative où la patiente peut exprimer ce qu'elle ressent, ce qu'elle a envie et c'est plus vraiment quelque chose d'obligatoire, c'est plus quelque chose de collaboratif comme je l'ai dit pour que la patiente dans tout ce train, moi j'appelle ça le train du cancer. J'ai l'impression que lorsqu'on annonce un cancer, on fait monter les gens dans un train qui a des arrêts spécifiques, que les patients ne peuvent pas contrôler à l'avance, où ils sont effectivement libres de descendre ou pas. Mais je trouve qu'effectivement, la consultation de chirurgie plastique, c'est plus comme un espèce de rayon de soleil dans tous ces traitements qui vont avoir des effets néfastes. Et c'est plus quelque chose pour lequel on va avoir une discussion beaucoup plus égalitaire que vraiment spécialiste à patient pour discuter un peu de vers quoi elles veulent aller et qu'est-ce qu'on peut proposer comme résultat final par rapport aux besoins du traitement du cancer, mais ce qu'elles peuvent obtenir comme résultat final par rapport à ça. Et quelles sont les différentes techniques de reconstruction qui existent aujourd'hui ? Alors, il y a 2 grandes familles de reconstruction à l'heure actuelle. Ce sont les reconstructions par les propres tissus de la patiente ou les reconstructions par des tissus étrangers. Et à ce moment-là, c'est plus des implants en silicone. Ça, c'est les 2 grandes possibilités. Il n'y a pas de contre-indication formelle ni pour l'une ni pour l'autre. Et donc, c'est pour ça que c'est une collaboration et une discussion avec les gens en fonction de ce qu'ils ont envie, en sachant que fondamentalement, ce qui est étranger est plus rapide et nécessite moins de cicatrices, tandis que ce qui appartient aux patients, ce sont des techniques un peu plus fastidieuses du point de vue du chirurgien, puisque le patient y dort, donc ça ne change pas grand-chose, et qui nécessitent des cicatrices ailleurs au niveau du corps. Le but, c'est que le patient se sente le mieux possible et surtout que justement, il puisse oublier cette intervention, parce qu'il faut s'imaginer qu'à partir du moment où les patientes ont ce type d'intervention, elles se voient lors de la douche, dans un miroir, en passant, et puis elles voient une cicatrice qui leur rappelle qu'elles ont été malades, elles voient un défaut au niveau de la poitrine qui se dit « Ah j'ai été malade ». Elles ont parfois des implications physiques parce que cette cicatrice peut adhérer, peut tirer, peut faire mal. Chaque fois, ça leur rappelle qu'elles ont été malades. Et donc, on essaye justement de camoufler tout ça pour que dans la vie de tous les jours et lors d'un moment de bonheur, elles ne doivent pas y penser parce que, mon Dieu, mon soutien-gorge est mal mis, on va voir ma prothèse ou des choses comme ça. Comment évoluent ces techniques ? Est-ce qu'on voit arriver des innovations prometteuses ? Les évolutions se sont faites par technique. Donc, il faut savoir que les implants, par exemple, en silicone, ont énormément évolué sur les 40 dernières années. Le silicone qui est actuellement contenu dans les implants est quelque chose de totalement gélifié. Donc, c'est vraiment quelque chose de solide. Et donc, de ce fait-là, la consistance peut paraître peut-être parfois un peu plus dure à la palpation. Mais c'est effectivement pour qu'au moment où la prothèse se casse, ce silicone n'ait pas la possibilité de couler et de partir ailleurs au niveau du corps. La paroi des prothèses a pas mal changé également. On est passé à de parois qui étaient très rugueuses à des parois beaucoup plus lisses. Il y a des évolutions au niveau de la forme des implants, parce qu'il y a des implants qui sont de plus en plus formés aussi pour la reconstruction mammaire. Et effectivement, du côté des reconstructions par nos propres tissus, il y a des évolutions dans le sens où, à l'heure actuelle, effectivement, on se rend compte que globalement, on pourrait prendre n'importe quel amas graisseux s'il a un petit vaisseau qui le vascularise et qu'on pourrait le transférer au niveau de la poitrine. Il y a quelques grands chevaux de bataille pour nous les femmes qui sont effectivement l'abdomen, les faces latérales de cuisse, les faces internes de cuisse.
Malheureusement, on n'est pas encore au stade de pouvoir opérer sans cicatrice, donc il faut avoir ça en tête. Mais effectivement, à l'heure actuelle, conceptuellement, on pourrait partir avec n'importe quel bourrelet graisseux de notre corps et le transférer pour en faire un sein, puisque les avancées techniques l'ont permis. La reconstruction du sein n'est pas qu'une intervention, c'est un projet global. Comment vous décidez quel plan est mieux qu'un autre ? C'est pas moi qui le décide, justement. C'est ce que le patient a envie ou dans quoi il se sent capable de s'immerger au moment de la reconstruction. Le moment de la reconstruction, on le décide également avec le patient. Il y a des patients qui préfèrent se dire ok, je vais d'abord terminer tous les traitements du cancer avant de m'occuper de la reconstruction. Et donc moi je l'entends tout à fait. Et à ce moment-là, il n'y a pas de projet avant que toutes les chimios et toutes les radiothérapies et tous les traitements ne soient terminés et que même une phase de convalescence ne soit finie pour que le patient soit dans une certaine forme physique pour pouvoir partir vers un projet de reconstruction. Il y a des patients qui me disent non, moi je refuse catégoriquement de ne plus avoir de sein et donc je voudrais que la reconstruction ait lieu en même temps que la mastectomie. À ce moment-là, ça aussi, on le décide ensemble, quelle est la meilleure technique, quelle est la meilleure approche, qu'est-ce qu'on doit faire. Et en tout cas, pour ce qui est des prothèses, ça reste une technique à l'heure actuelle qui permet, entre guillemets, de changer d'avis. C'est-à-dire que même si on a mis une prothèse, ça peut être une prothèse d'attente avant de partir sur un autre type de reconstruction par ses propres tissus ou avant de changer de prothèse vers quelque chose qui est plus ressemblant. C'est un projet qui évolue en fonction de la cicatrisation de la patiente et de l'évolution des tissus et de la qualité des tissus. Mais effectivement, moi je préviens souvent les patientes que ça va être quelque chose de longue haleine, c'est-à-dire qu'on en a pour minimum, si on fait toutes les étapes, on en a pour minimum 1 année avant d'avoir finalisé complètement une reconstruction, que la récupération se fait relativement en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on va être en super forme et on va être super contente et puis le lendemain on va tout envoyer balader en se disant qu'on n'en veut plus et qu'on veut juste s'allonger et s'arrêter là. Et qu'effectivement, je leur dis ça en rigolant parfois, qu'elles ne sont pas patientes pour rien, que la patience, en tout cas chez nous, en termes de chirurgie, de reconstruction et surtout de chirurgie esthétique, c'est le maître mot parce que il faut de la patience pour que les tissus récupèrent, pour que la cicatrisation intervienne, pour que les tissus se détendent, pour que les choses se mettent et pour que ça ressemble de plus en plus à quelque chose de naturel. Et que je pense que dans mon expérience, pour vraiment s'en remettre, il faut à peu près 5 ans. Justement, comment se vit l'arrivée d'un nouveau sein qui n'est jamais identique à celui qu'on avait avant ? Est-ce que certaines femmes choisissent de ne pas le reconstruire ? C'est quelque chose de tout à fait personnel. Il y a des femmes qui choisissent de ne pas le reconstruire maintenant et qui vont changer d'avis dans 5 ou 10 ans. Et c'est ça que je trouve chouette à l'heure actuelle dans le système belge, c'est qu'on n'a pas de délai imparti pour pouvoir réaliser une reconstruction mammaire. On peut le faire quand on a décidé. Il y a des femmes qui, comme je vous disais, sont vraiment dans le projet « je suis malade, je vais d'abord traiter la maladie et je n'ai aucune envie de m'occuper du côté esthétique, je verrai plus tard ». Il y a des femmes qui se disent pour avoir un truc qui ne ressemble pas tout à fait à l'autre côté, je n'en veux pas, donc je veux pas en entendre parler. Il y a des femmes qui se disent, de toute façon, moi, j'ai eu mes enfants, je suis toute seule à la maison, je m'en fiche. Et puis, le temps passant, elles se disent, finalement, non, je m'en fiche pas parce que c'est pas si facile à s'habiller, ou j'ai rencontré quelqu'un, ou j'ai envie de me sentir mieux dans ma peau. Il faut imaginer qu'effectivement, une chimiothérapie implique une perte de cheveux, implique vraiment, il y a une perte de féminité beaucoup plus globale que vraiment la perte du sein. L'hormonothérapie induit, comme vous savez, des symptômes ménopausiques, donc de sécheresse vaginale et de choses comme ça. Et donc, l'intimité n'est plus quelque chose d'aisé pour ces patientes dans un premier temps. Et puis, petit à petit, elles se rendent compte que finalement, il n'y a rien qui empêche à cette féminité de revenir. Et quand elles sont prêtes, à ce moment-là, elles peuvent revenir vers nous et on peut leur rendre une partie de cette féminité. Ce sont des patientes qui acceptent beaucoup plus de choses puisqu'elles ont vécu une période sans un sein et donc qui se rendent compte qu'effectivement, finalement, en avoir un, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas 100% identique à l'autre, c'est quand même un avantage. Après, ça n'empêche que les patientes qui ont des reconstructions immédiates, on arrive aussi à avoir des résultats jolis ou en tout cas de les suivre, peut-être pas sur tout ce qu'elles imaginaient, mais en tout cas une grande partie de ce qu'elles imaginent pour qu'elles puissent effectivement se retrouver dans ce nouveau corps et pas avoir l'impression qu'il n'est pas à elles. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette
première consultation pour aussi mettre au point les attentes et expliquer aux gens, voilà, ce que vous attendez, je peux le faire ou je ne peux pas le faire. Comme on dit souvent en chirurgie plastique, on a beau vouloir devenir Claudia Schiffer, on ne peut pas tous l'être. Et donc, on a certaines conditions physiques, que ce soit de taille, de morphologie, qui font qu'on ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut obtenir, même si, voilà. Et je ne suis pas non plus, je leur dis souvent, je ne suis pas mère nature, donc je peux faire de mon mieux, mais je ne sais pas faire des choses vraiment parfaites. Je veux dire, la différence, vous la verrez toujours, et il y aura toujours, et vous le saurez de toute façon. Donc, même si les gens autour ne le voient pas, vous le savez, donc vous le voyez plus que les gens autour. Donc, il y a un grand travail sur soi d'acceptation et de se dire, OK, j'ai été malade, je ne veux plus y penser, mais ça n'empêche qu'effectivement, c'est là. Donc, ça fait partie de notre histoire et il faut continuer à vivre avec cette histoire. J'ai toujours recherché le fait de travailler en double équipe parce qu'effectivement, il y a beaucoup de centres, peut-être plus en France, où ce sont les chirurgiens esthétiques qui font aussi bien les mastectomies que les reconstructions, ou parfois ce sont les scénologues qui font les mastectomies et qui mettent en place les prothèses. Et moi, je trouve ça important d'être dans un centre où on travaille à 2 équipes parce qu'on a chacun nos particularités, nos spécificités. Et je trouve important que le docteur Salem travaille avec son regard oncologique et qu'il me dise voilà ce que moi j'estime être oncologiquement safe pour la patiente et voilà. Et qu'est-ce que toi tu sais faire avec les tissus restants. Je trouve ça important de pouvoir avoir cette collaboration et cette discussion que nous avons pour toutes les patientes. Je trouve important aussi pour le suivi justement de continuer à suivre à 2 les patientes. C'est important d'avoir plusieurs intervenants parce qu'avec chacun, on a une autre façon de communiquer et ça permet justement de mieux les englober, mieux les soutenir à ce niveau-là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le cancer du sein n'est plus aujourd'hui synonyme de mutilation, ni d'un parcours uniquement centré sur la survie. Grâce au progrès de la chirurgie et à une approche de plus en plus personnalisée, les équipes médicales du CHU Bruckmann placent désormais la qualité de vie des patientes au cœur du traitement. Préserver quand c'est possible, reconstruire quand il le faut. Derrière chaque geste chirurgical, il y a une histoire de confiance et de dialogue. Merci au Dr Salem et au Dr Brandello pour leur éclairage, et merci à Gisèle pour avoir accepté de nous partager son histoire. Merci de nous avoir écoutés, et rendez-vous au prochain épisode.